n'est-ce pas? Je peux te faire coup, mais ah voilà. Salut Clarisse, tu me vois? Ouais, je te vois. Tu me vois toi aussi? T'as mis ta cire dans tes cheveux là. Bien sûr, c'est la règle numéro un pour écrire. Bah, sinon, je pense que t'aurais quand même déçu un bon nombre Non, de mais personnes parce que on est je sais pas si les content. gens ont retenu. Tu es Ouais. sublime, hein. Tu es superbe, tu as très bonne mine. Non, ce qui est beau, c'est le paysage derrière moi. C'est les collines d'Hydra où je viens d'arriver. C'est C'est joli. incroyable, c'est somptueux. T'as bien de la chance parce que là, à Paris, nous, on n'est pas aussi bien, quoi. Bon, c'est très beau, mais Il c'est paraît quand même qu'il moins fait beau que moche. Hydra. Ouais. Ouais. Bon, mais justement, on va peut-être pas parler de météo parce que même s'il y a des livres sublimes, des chefs-d'œuvre qui ont été écrits sur la pluie et le beau temps, notamment Jean qui rit, Jean qui pleure de la comtesse de Ségur. Non, après la pluie, le beau Superbe. temps. Mais on va Ouais. peut-être attendre un petit peu que d'autres personnes se connectent. Et en tout cas, Peut-être que le... je peux aller sur la terrasse, peut-être comme ça, ce sera synchrone avec toi. t'as une terrasse. Ouais, il y Bah, a une terrasse. oui, c'est ça. Avec le Sacré-Cœur, tu pourrais peut-être montrer quand même aux spectateurs la magnifique vue Ah oui, que tu as. Je sais la pas. terrasse, c'est vrai que. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à voir comment est-ce qu'on. Et moi, j'essaye de voir comment on peut enregistrer la conversation. Tu vois le Sacré-Cœur là. Alors, attends. Comment on fait pour enregistrer cette conversation? Tac. Est-ce que tu vois le Je Sacré-Cœur? savais que ça allait être. Tu vois, on voit on voit des petites cheminées, les toits de Paris et le Sacré-Cœur. Ouais. Bah voilà. En tout cas, quand même, je trouve qu'on a des vues pas mal à proposer à tous les participants de cette causerie. Bah, si Alors, ça te va, je vais faire la causerie de l'autre côté de la comme caméra. tu veux. En tout cas, on a une demande de participation de la part de Karim Lutine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Olivier, est-ce que tu vois comment on fait pour enregistrer cette conversation? Ah oui, comment on fait pour enregistrer la Comme conversation? Jérémy à l'impromptu, tu vois, il sait comment on peut l'enregistrer pour après la rediffuser. Il nous manque, Jérémy, là. Il nous manque. Hein. Ouais, exactement. Il nous manque quelqu'un d'un C'est petit peu peut-être plus c'est toi qui es calé. organisateur, c'est toi qui es organisatrice, donc tu peux normalement enregistrer peut-être. Moi, je ne peux pas parce que je t'ai juste demandé une invitation. D'accord. Bon, bah, bon. Mais c'est Écoute, toi l'organisatrice, en- ouais. là, c'est pas grave, j'arrive pas à l'enregistrer, mais ce qui compte, en tout cas, c'est de pouvoir discuter en direct tous ensemble. Et, euh, et surtout de faire en sorte que toutes les personnes là, qui sont présentes à cette conversation puissent participer, poser des questions, lancer des thèmes, des idées, et voilà, que ce soit une conversation interactive et légère. Après tout, il est 19 heures, c'est l'été, c'est l'heure du café glacé ou de la vodka, Ah en oui, le fonction café des glacé, goûts et très des bien, ouais. habitudes et des origines ethniques. Mais en tout cas, Olivier, tu avais posé une question quand on a préparé cette petite conversation. On s'est demandé, bon, bah, la causerie, ça vient du verbe causer, donc discuter, échanger. Mais on peut parler de tellement de choses. De quoi va-t-on parler pour cette première causerie, sachant que c'est articulé autour de l'écriture, du désir d'écrire, de la nécessité pour certains d'écrire, ou tout simplement du plaisir, parce que écrire c'est aussi léger parfois et même frivole. Et justement, avec Olivier, on s'est dit qu'on allait parler de la légèreté. En quoi l'écriture, la pratique de l'écriture et la légèreté peuvent être très liées ou incompatibles au contraire. Et c'est notre première question. N'est-ce pas, Olivier? Ah oui, c'est chouette. Moi aussi, je trouve que c'est chouette. C'est Ah, je fais causerie. quelque chose de. Non, mais il est 19 h. Je suis vraiment désolé. En fait, je fais des choses très légères, mais je rentre de mon 4. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de brancher ce téléphone pour pas vous planter au milieu de la causerie, quoi. Parce que tu n'as plus beaucoup Donc, de batterie. bah, c'est ça. Je vais le brancher du coup. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais faire un geste assez fort. Ah oui, mais c'est vraiment. Est-ce que comme ça, Bon, on me mais voit? en tout cas, ce qu'il faut éviter, Ah, ah là, c'est peut-être ah, ouais. comme ça, on me voit bien. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça donne une dimension un peu plus Voilà, ça, c'est transversale. une causerie qui commence bien. Ça, c'est léger. On veut de la Exactement. légèreté, on a de la légèreté. On a de la légèreté. Ah, Tu veux pas même te mettre complètement à l'envers, comme ça, on aura quelque chose de. comme ça? Voilà, ouais, c'est pas mal. Je Voilà. devrais faire pareil.
En tout cas, je vois qu'il y a Agathe the Book. J'ai vu tout à l'heure Coucou Bookapax, donc Agathe. Asma, il y a Agathe the Book. C'est très risqué de dire ça parce que maintenant que je dis ça, elle va se sentir obligée de rester à la conversation. Parce que si elle part, je vais dire, et j'ai vu qu'Agathe était partie. Et voilà, Non, on bon, est bah, très très bienvenue à tout le méchants, on est monde. très méchants et en fait on Et essaie de ouais. brancher, je vais essayer de le brancher, tu vois, je vais le brancher, Là, attends, je ce vais sont les disparaître 5 petits secondes. ajustements techniques qui sont toujours un petit peu chiants pour ceux qui participent. C'est toujours très pénible. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. En même temps, le sujet va rester très léger parce que c'est une causerie, comme son nom l'indique, et surtout parce qu'Olivier fait des contorsions acrobatiques. Eh, Donc t'as très très bien meublé là, t'as très très bien meublé, ça c'est de la littérature. voilà, Comment bah, meubler les exactement. silences gênants? Écrivez des livres, voilà, attendez, voilà, je Alors suis. moi, la première question que je voulais poser quand on a parlé de légèreté, il y a un titre de livre forcément auquel on pense. Quel est le livre qui comporte le mot et le concept de légèreté le plus connu? C'est quoi, Olivier? Quand je te dis légèreté, tu penses à quel livre? Ah bah, l'insoutenable légèreté de l'être, c'est sûr. Ouais, l'insoutenable légèreté de l'être. Que Donc Clarisse, tu aimes l'insoutenable beaucoup, je crois. que Que Clarisse, tu aimes beaucoup, ce livre. Ben non, mais justement, tous les deux, on s'est dit, autour de moi, j'ai énormément de personnes qui ont adoré ce livre, pour qui c'est un chef-d'œuvre. Et moi, je dois avouer que j'ai lu il y a quelques années le début, justement parce que le titre m'attirait et ça m'est un petit peu tombé des mains, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, bien écrit, mais un peu plat. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu plat. Et peut-être que j'étais pas, il y a des livres qu'on rencontre pas au bon moment et qu'il faut reprendre plus tard. Mais en tout cas, Coucou le titre, Daniel. L'insoutenable légèreté de l'être, me hante encore. Je me dis, mais c'est vrai, il n'y a rien de plus insoutenable que la légèreté quand elle est chez les autres et qu'on n'arrive pas à avoir accès à cette légèreté. Et pourtant, il n'y a rien de plus jouissif que de se sentir soi-même dans un état de légèreté, d'insouciance, de volupté, là, comme là, où je suis sur une île vraiment où la légèreté émane de partout, de toutes les rues. Donc, c'est ça la première question qu'on voulait poser justement aux gens qui sont présents, participants. Si vous êtes là, c'est que vous aimez écrire. Et est-ce que pour vous, l'écriture, c'est justement synonyme de légèreté? Est-ce que vous écrivez pour atteindre une forme de légèreté en vous? Ou au contraire, est-ce que c'est synonyme de gravité existentielle et de lourdeur? Toi, par exemple, Olivier. Non, c'est un très bon titre, L'insoutenable légèreté de l'être. Mais c'est vrai que je préfère d'autres livres de Kundera, Risibles amours, par exemple. Très bon titre Euh, aussi, d'ailleurs. oui, oui, c'est vrai. Il a des Et super titres, quand même, Kundera. Un peu comme Faulkner, je trouve. ouais, Rien que le titre, tu dis c'est bon, le titre est tellement beau que je vais pas me casser la tête à lire tout le livre en entier. Rien que le titre est un chef-d'œuvre. non, c'est très bien. Et il y a, je suis d'accord avec toi, Les pommes d'or de l'éternel désir, je crois, quelque chose comme ça, qui est dans une des nouvelles de Risibles amours. Il y a des très bons titres comme ça. Euh, Est-ce que pour moi, c'est une forme de légèreté, peut-être? En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se trouve au fur et à mesure du processus. Au départ, on a l'impression que c'est quelque chose de très, très. Qui met beaucoup de. Qui convoque beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, et que c'est difficile de trouver cette légèreté quand on commence à écrire, a fortiori si c'est quelque chose d'assez proche de nous. Et je pense qu'en fait, la légèreté, on la trouve un peu plutôt au fur et à mesure que avant ou après. Et c'est à travers l'écriture qu'on peut à travers cette durée-là, ce temps-là, que peu à peu, on trouve la juste distance aussi pour raconter une histoire ou pour euh, traiter un sujet. Et c'est vrai que dans les romans qui me touchent ou les livres qui me touchent ou dans les auteurs, les autrices qui me touchent, il y a souvent une forme de distance par rapport à l'émotion, au sujet qui est extraordinaire, quoi. Là, je ne sais plus, je relisais des textes de Brotigan, Richard Brotigan, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est complètement poignant parce que parfois il y a des sujets ou des poèmes qui sont très 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 douloureux et en même temps si avec une telle fantaisie que c'est écrit que ça rend impossible d'être vraiment gêné c'est assez difficile, je pense. En fait, la légèreté, elle n'est pas vraiment a priori, tiens, je vais faire un truc léger parce que sinon tout le monde le ferait et ce serait super. Mais en fait, c'est très Ouais, dur. Des romans a priori légers, moi, vont pas forcément me toucher. Et puis,
Par contre, des romans un peu graves, mais où à l'intérieur, l'écrivain a réussi à mettre de la légèreté, c'est assez chouette. Ouais. Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et souvent, quand on décide justement d'être fantaisiste ou d'être léger quand on veut à tout prix produire un effet, ouais, de cette fantaisie dont tu parles, on va passer à côté. On a plus de chances de passer à côté. C'est un petit peu une forme de grâce aussi, de pouvoir embarquer son lecteur dans quelque chose qui est assez existentiel, assez profond, mais en restant sur le chemin un peu de la badinerie, une forme un petit peu, oui, de légèreté sans être inconsistant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qu'on lit comme ça, en les dévorant, en disant, bah, il y a une fluidité qui est proche de cette légèreté. Et à la fin, quand on le referme, on se dit, mais ça a quand même balayé des choses très profondes, très existentielles, mais toujours sur cette petite note un petit peu cette espèce de petite symphonie un peu légère comme ça, qui a pas du tout eu l'air d'être dans quelque chose de tonitruant, de grave, de sombre, de percutant. Et quand on écrit, je pense que vraiment la légèreté, c'est un des effets qu'il faut absolument pas chercher à produire. C'est un petit peu comme si, comme un individu qui essaye à tout prix d'avoir l'air nonchalant. C'est ridicule en fait. La nonchalance, quand elle est construite, quand elle est feinte, c'est de l'arrogance insupportable. Alors salut Nicolas, bienvenue et merci d'être là. D'ailleurs, c'est parmi ceux qui sont là, si vous voulez rebondir, on ne sait pas trop exactement encore comment faire, mais vous pouvez demander de participer et parler, parce que Nicolas, Ouais. tu écris, Agathe, tu écris, vous écrivez tous. Eh bien, donc si vous avez des expériences par rapport à ça, la légèreté, quand vous écrivez, est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous avez envie de convoquer la légèreté? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le territoire d'une certaine gravité? Tu peux prendre des gens. Après, il faut que du coup, tu switches, je pense, et que tu me remplaces en fait par la personne qui va poser la question. Non, Je je sais pas si pense on peut que... être, on peut être Ah plus ouais, de alors c'est deux, moi je qui sais dois pas si on gérer peut ça. être plus de deux. Alors attends, je regarde un truc. Bah, il faudrait que quelqu'un fasse la demande, par exemple, justement, si Nicolas ou Gay, tu veux participer, tu veux poser une question, dire quelque chose, tu peux faire une demande et je vais voir si je t'accepte ou pas. Le petit ou quelqu'un d'autre, mais peut-être pas. Je sais pas. Bon, c'est vrai que c'est très expérimental tout ça. En tout cas, ce qui marche bien, c'est voilà. Alors Nicolas Houguet affiché, très bien. On va voir si tu disparais, Olivier. Ah non, tu Voilà, vas en pas génial. trois. Salut Salut Nico, Nicolas. ça va? Salut vous. Non, bah, c'est bon, on est tous les trois à l'image, donc Ouais, Waouh, ça c'est parfait, classe. voilà, génial. c'est magnifique. Et ça va, Nicolas? Ça va et vous? Ouais, Ah, on très est bien bien. là. Ça fait vraiment très plaisir de. C'est bizarre en même temps. C'est assez bizarre de te parler comme ça, mais c'est hyper drôle. Oui, Et c'est déjà pas mal de se parler comme ça. ouais. Alors toi, Nicolas, qu'est-ce que tu penses justement, toi qui viens de terminer, tu as terminé là il y a Oui, quelques oui, temps? je viens de terminer en fait, et je viens d'arriver, donc j'ai chopé que la fin de ce que tu disais. Mais ce que tu disais sur la légèreté, sur l'état de presque d'insouciance qu'on doit atteindre quand on écrit, en fait. C'est presque un état d'abandon pour moi. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est un peu un cliché de dire que c'est un état second ou une transe. Et il y a quelque chose de soi qui nous échappe quand on écrit. C'est pas quelque chose de très réfléchi, en tout cas pas dans les premiers jets. Ensuite, quand on retravaille, on trouve une forme, on trouve un style, on trouve tout ça. Mais je trouve que, enfin, ce qui préside en tout cas moi à mon écriture, je vais parler que pour moi et pas en général, parce que ça me paraît tellement personnel comme processus. C'est vraiment une affaire de spontanéité qui nous échappe en fait. Tout à fait. Et c'est pas quelque chose de très calculé. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai écrit un texte et que je l'ai trouvé bon, c'est quelque chose qui m'a surpris au départ.
Et ensuite, j'ai voulu dérouler le fil jusqu'à voir où ça m'amène. Mais je suis quelque part le Mm. premier explorateur de mon aventure, quoi. Ah, c'est très joliment dit, c'est très beau. Et en plus, tout à l'heure, tu as parlé d'abandon. Donc là, Oui. le thème de cette conversation, c'est la légèreté. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de sauter de la légèreté à l'abandon. Parce que c'est vrai, dans la légèreté, il y a quelque chose qui est un petit peu aussi une forme de lâcher prise, comme on dit, Oui. de s'en remettre à quelque chose qu'on ne veut pas forcément contrôler. Et l'abandon, c'est le stade ultime de se lâcher prise. Mais quand on écrit, c'est pas évident parce que, comme toute œuvre d'art, on a quand même une certaine idée, soit de l'effet qu'on veut faire, soit même de l'objet abouti qu'on a envie d'atteindre, de produire. Or, on est quand même embarqué dans un processus qui nous dépasse aussi. Donc, comment trouver cet abandon dont tu parles? Il est important, il est super important même. Comment trouver l'abandon dont je parle? Si je le savais, ma pauvre. Non, non, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose de plus fort que soi. D'un seul coup, on a une nécessité. D'un seul coup, on a quelque chose d'impérieux et presque qui nous échappe. Enfin, moi, je sais que à chaque fois, j'ai une idée de départ et à chaque fois, j'écris autre chose. Et c'est Et systématique. Tu es toujours embarqué vers. Donc, tu es le premier à être surpris, en fait. oui, oui. Enfin, moi, j'écris sans beaucoup de plans, en fait. Donc, j'écris presque comme une curiosité, par curiosité, en fait. C'est où est-ce que ça va m'emmener? Et c'est qu'est-ce que je vais découvrir sur moi, ou quelle histoire je contenais, ou quelles images je contenais. Enfin, c'est vraiment un voyage à la découverte de soi. Même si on parle pas forcément de soi, mais c'est des images et c'est des obsessions dont on savait pas forcément qu'on était le dépositaire. Tout à fait, c'est vrai. Complètement. Et toi, Olivier, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, ce côté d'être surpris soi-même, de pas savoir, en fait, d'explorer quelque chose et de pas savoir où ça va t'embarquer. Et je pense, dans ce que tu dis, Nicolas, moi, personnellement, quand j'écris, ce qui se rapproche le plus de ce que tu viens de partager, c'est pas que l'idée d'être surprise dans la trame du récit, parce que finalement, les histoires, bah, il y en a un milliard, quoi. Le personnage peut tourner à droite ou peut tourner à gauche. Il peut rencontrer un tel, ne jamais le rencontrer. Il peut glisser sur une peau de banane et se fouler la cheville ou alors carrément se jeter sous un train. Enfin, quelque part, ça a son importance. Mais là où je trouve qu'on est le plus surpris quand on écrit, c'est surtout dans l'atmosphère qu'on va créer à laquelle on s'attendait pas, plus que l'histoire. Tiens, c'est bizarre quand même. Pourquoi j'ai amorcé cette atmosphère-là? Elle est quand même très particulière. Et l'atmosphère, souvent, c'est aussi ce qui embarque le plus le lecteur, parce que c'est comme rentrer dans une pièce, quoi, et sentir la température, ouais, l'ambiance, la tonalité, tout ça. Alors que l'histoire, bien sûr que c'est très, très important, mais pour le coup, c'est beaucoup plus facilement interchangeable, euh, bifurcable, d'une certaine manière. Olivier, tu... Ouais, bah non, c'est vrai que c'est intéressant tout ça. Et puis, oui, comme tu dis, Nicolas, on n'a pas forcément toujours une idée de ce qu'on va découvrir. Donc, c'est ça qui est beau. Un peu, on entre dans une pièce et il y a une personne un petit peu à moitié dans la pénombre, et puis on la devine peu à peu, quoi. Il y a un peu une découverte comme ça de ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on l'écrit. Et puis, c'est la légèreté, c'est un peu comme la nudité, comme la sincérité, en fait. C'est-à-dire, ça se sculpte aussi, ça se travaille quand même. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose, il y a quand même un. Enfin, moi, je suis comme ma grand-mère Josépha, la célèbre. Je crois vraiment au travail, quoi, en littérature. Je crois à ça essentiellement, quoi. Ouais, tu veux Effectivement, dire le côté on artisanal. explore, on trouve des trucs qui marchent. Une fois qu'on essaye, on recule, on avance, on voit comment ça fonctionne. Et puis une fois qu'on a trouvé qu'on est dans cette ce bon endroit, cette bonne émotion, c'est plus simple quoi de construire et les mots font le travail à notre place, c'est vrai. Il y a ce truc de, de, de révélation à travers l'écriture qui est jolie. Voilà, J'aime bien ce que tu dis sur cette pareil. Il y a dimension. cette citation de René Char qui dit les mots qui surgissent savent de nous des choses Ouais, que nous ignorons d'eux, quelque chose comme ça. Donc c'est joli, quoi.
Et on trouve au fur et à mesure ouais, la légèreté. Mais je pense qu'on... Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, dans les premiers ateliers, là, c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à orienter les gens vers des choses plus graves et trouver peu à peu la légèreté. Plutôt que de partir, c'est la fête à la maison, et puis ensuite, comme si c'était pas finalement très important, revenir à des sujets. Je pense que les deux couleurs se marient bien et tout l'enjeu est de trouver parfois comment écrire d'une façon légère un sujet qui ne l'est pas, quoi. Donc, vaste question, mon cher Watson. Tout à fait, justement par rapport aux questions justement qu'on considère comme des questions graves, on va tous être d'accord pour penser que, par exemple, la maladie, la mort sont des questions graves. Or, on a tous, je pense, en tête des œuvres, pas forcément littéraires, des films. Moi, j'ai plutôt des films qui me viennent où justement ces questions sont traitées de manière légère. Est-ce que, quand c'est traité de manière légère, est-ce que ça amoindrit la portée? Est-ce que ça amoindrit le propos? Ou au Non, contraire? non, absolument pas. Enfin, je trouve, et puis je trouve que la légèreté peut être confondue à tort avec la gaieté, en fait. C'est pas forcément le cas. On peut parler légèrement de la mort, on peut parler légèrement de la maladie, on peut parler légèrement des chagrins d'amour. C'est pas sourire comme un con, être léger. C'est vraiment un point de vue. Donc, je crois qu'on peut être... Olivier n'ose plus sourire maintenant que tu as dit ça. Moi, je ne sourirai plus jamais. Non, c'est ça. Mais je crois que c'est avant tout, en fait, il faut désacraliser l'écriture, en fait. Il faut pas Ouais, se je suis dire qu'on d'accord, va je être suis d'accord. publié un jour. C'est ce que tu disais, Olivier, là, tout de suite, quand tu parlais d'une forme d'artisanat, et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, tu vas façonner ton texte comme un menuisier va façonner son meuble, et c'est là qu'est le plaisir, et c'est là qu'est le cœur du plaisir de l'écriture, c'est de préciser ce que tu as voulu faire, quoi. Et avec légèreté et avec gaieté, j'ai un ami qui est acteur et écrivain et qui me disait, mais un jour où j'étais bloqué, où j'arrivais pas à écrire, où je me posais des tas de questions très alambiquées, et puis il me dit, mais Nicolas, n'oublie pas que tout ça, c'est du jeu. N'oublie pas de jouer. Et n'oublie pas de t'amuser, en fait. Et on peut très bien s'amuser en parlant de la mort et en parlant de choses très graves. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on peut même dire que c'est un peu à l'échelle de la vie, quoi. Et j'aime Oui, bien cette phrase, je sais pas si c'est Shakespeare ou si c'est mon voisin de palier, qui a dit la vie est une comédie. Et finalement, ça n'empêche absolument pas de la traverser dans toutes ses dimensions, dans toute son intensité. Mais c'est vrai que t'as tout à fait raison en disant que je suis tout à fait d'accord avec toi. Désacraliser l'écriture, comme ça veut pas dire ça veut pas dire lui faire perdre son côté mystérieux et sa noblesse, au contraire, mais la désacraliser dans le sens où il faut retirer ses boutons de manchette quand on écrit, quoi. On a tellement tous des espèces de mastodontes, de références qui nous écrasent souvent quand on se met à écrire, que c'est difficile de poser un mot simplement après l'autre dans toute sa sincérité et même son élégance dans cette sincérité. Et je pense que tu as tout à fait raison. Être dans ce rapport-là à l'écriture euh, naturelle, décomplexée et désacralisée, euh, sans non plus la rendre complètement triviale. Et voilà, mais ça peut aider à accéder à un propos véritable qui nous tient vraiment à cœur et surtout ne pas tomber dans le piège de vouloir faire comme ou de vouloir faire comme si ou de se hisser quelque part où on n'a absolument aucune raison de vouloir être, quoi, parce que c'est pas nous. Olivier, tu veux dire quelque chose ou Nicolas, je sais pas comme. je sais pas, je regardais Olivier qui souriait mystérieusement. Je cherche à sourire, mais sans avoir Sans l'air non avoir plus l'air complètement. comme disait Nicolas. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, non, je te rejoins, Clarisse. Et puis, ouais. Nicolas, peut-être tu veux plutôt. Non, je me disais il y avait une phrase qu'on entendait beaucoup, même venant d'écrivains chevronnés, qui et moi j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ils disent qu'ils ont eu du mal à s'autoriser d'écrire en fait et à se sentir légitime à écrire. Enfin, on a tous un problème de légitimité quand on se met à écrire parce que c'est ce que tu disais, Clarisse, on a tous, je sais pas, Dostoïevski et Balzac dans la tête.
Et, euh, et c'est terrible. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à chasser. Et je pense que c'est vraiment une manière de trouver sa voie aussi, de trouver comment on va utiliser le français, quel français on a en nous, en fait, quelle langue on a en nous. Et je pense que quand on écrit, c'est toujours une manière de découvrir son propre langage à soi. Tout à fait, même peut-être son propre souffle, parce que tu vois, quand tu disais, on a tous ce problème de légitimité quand on se met à écrire, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas ce problème de légitimité quand on marche, ou quand on respire, alors que c'est notre souffle, notre manière de marcher. Et moi, j'ai pas le souvenir de quand on m'a appris à mettre un pied devant l'autre et à tenir en équipe, dire, non, mais là, je marche quand même, il y a des grands hommes et des grandes femmes qui ont marché avant moi, je vais avoir l'air un petit peu ridicule. Et ce qui est drôle, c'est que quand il s'agit d'écriture, tout d'un coup, on est engoncé et on sent un espèce de poids et comme tu dis, cette question de légitimité, alors qu'en fait, beaucoup de gens, la plupart des gens, quand on sait écrire, peuvent écrire. Et justement, nous, en tout cas, aux ateliers Bohème, on a vraiment à cœur de dire aux gens, mais c'est votre richesse lexicale, c'est vos mots, c'est votre plus grande richesse, en fait. À partir du moment où vous êtes conscient que vous avez des mots à vous pour signifier votre regard, votre expérience, vos émotions, bon, il n'y a pas la question de la légitimité qui doit se poser. C'est le monde, ce monde-là peut émerger avec les mots propres à chacun. Il n'est pas forcément question de paraître dans la Pléiade ou de laisser une trace, en fait. Écrire un mot après l'autre, c'est déjà, en fait, respirer, marcher, et en toute humilité même. Pas du tout vouloir être quelque chose de plus grand que soi. Oui, c'est difficile de s'autoriser à écrire. C'est très très difficile parce qu'il y a des blocages de toutes sortes. Il y a des Mais quel genre de blocage, par avoir exemple, toi, des peurs, Olivier? des inhibitions qui sont, c'est vrai, au départ souvent liées à une sorte d'imaginaire, d'écriture, de représentation, de surmoi comme ça, d'écriture. Et quand on se rend compte qu'en fait, ce qu'on écrit à soi-même est peut-être plus intéressant, même si ça ne restera pas forcément dans À la BNF. la grande histoire littéraire, mais il y a quelque chose oui, oui, de très intimidant parce qu'on veut égaler des modèles, parce qu'on veut, on s'autorise pas en fait à écrire. Au début, c'est vrai que j'ai souvenir d'avoir, notamment avec la prose, la poésie, c'était un petit peu plus facile parce que je pouvais me permettre de ruser un petit peu, de trouver. Mais écrire un texte un peu plus narratif ou vraiment camper un narrateur, un point de vue sur le monde, etc. C'était dit, mais ça ne va intéresser personne, quoi. Il y a tellement de gens extraordinaires qui ont écrit avant moi. Et puis, en fait, plus moi je trouvais ça nul ce que j'écrivais, et plus je sentais qu'en fait, les premiers lecteurs que j'avais, voilà, se disaient, ah, tiens, oui, oui, il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment une question de confiance, quoi. Il y a ce blocage qui est quand même d'ordre psychologique aussi, quoi. De se dire, bon, Mais alors, bah, cette confiance, d'où elle peut venir? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Voilà, certaines personnes sont dotées de cette confiance. Ils se disent, bah non, j'ai envie d'écrire, je suis tout à fait légitime. Je n'ai même pas à me demander si je suis légitime ou pas. C'est un désir, c'est un désir qui est tellement impérieux, tellement fort que je vais même pas me mesurer à quoi que ce soit ou au monde. J'écris et puis c'est tout. Ou est-ce que ça se construit, cette confiance? Est-ce qu'on a besoin du regard des autres, par exemple? Est-ce que c'est après le premier livre qu'on se dit, bien c'est sûr, bon, bien maintenant sûr. je suis légitime? Ouais? Toi, tu dirais que c'est ça, Bah, Olivier? de manière générale, la confiance, elle est construite socialement, quoi. C'est-à-dire que selon l'endroit où tu es né, c'est une intériorisation de quelque chose qui est. Donc, pour plein de raisons, tu peux avoir une confiance en toi qui est complètement ébranlée et même avec tout le don, tout le talent et toute la grâce du monde, tu peux donc je pense que c'est effectivement une question de regard et de trouver les bonnes personnes. Moi, c'est parce que j'ai rencontré des auteurs, des éditeurs, des amis, des lecteurs, des gens qui ont commencé à me porter sur moi un regard bienveillant et généreux sur ce que j'écrivais, que j'ai trouvé cette confiance aussi. Donc, Hum, moi, je me méfie un peu des trucs innés, des dons, des machins. Je pense que ça se travaille, ouais. Ça se ouais, travaille, tout se travaille, quoi. Et la confiance se travaille, de même que quand j'ai tout à fait, commencé ouais. à écrire, j'avais voilà, c'est un petit peu comme, je sais pas, comme pour la danse, par exemple. Moi, j'ai jamais dansé de ma vie avant, je sais pas, 25 ou 30 ans. Et la première fois que je me suis mis à danser, je me dis, ah oui, c'est intéressant, en fait. Moi, Si on je fait pensais que tu étais confiance, né en voilà, dansant, à nos Olivier, quoi. Que partenaires, à c'était- ces choses comme ça. Et ben, c'est vrai que tout de suite, on trouve des choses. On se fait, et donc, ça s'acquiert. Je crois que ça s'acquiert, la confiance, ouais. Beaucoup, quand même.
Ouais, en tout cas, non, mais c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, tu es plutôt sur le côté artisanal et je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Nicolas, toi aussi. En fait, dans l'écriture, on a l'impression souvent qu'il y a beaucoup de grâce, beaucoup de fulgurance, alors que la grâce et la fulgurance, c'est justement, c'est fulgurant par définition. Et quand on la saisit, qu'est-ce qui fait que ça s'ancre? Qu'est-ce qui fait que ça devient de la matière et de la matière littéraire? Bah, c'est la patience, la persévérance, l'ardeur, le rapport hyper artisanal au temps à ce qu'on sculpte, comme tu disais, Nicolas. C'est en fait l'écriture, de mon point de vue, de l'expérience que j'en ai, et vous me direz si vous aussi c'est ça. Je trouve que c'est, pour paraphraser Churchill ou je sais plus qui d'ailleurs, c'est vraiment 1% d'inspiration, de grâce et 90% de sueur. Parce que, et C'est ton tout le monde a voisin, ce ton 1% de voisin de grâce. palier. C'est mon voisin de palier. Mais mon voisin de palier, tu sais, je vis entre Churchill et Shakespeare. Moi, j'ai beaucoup de chance. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, ce côté, l'endurance, enfin, le côté artisanal, c'est-à-dire saisir son matériau, remettre 1000 fois son métier sur son ouvrage sur le métier. Nicolas, on t'entend pas? Je crois que tu as coupé ton micro. Ça y est, tu m'entends là? Ouais, parfait. D'accord. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que à un moment donné, c'est tout l'intérêt des ateliers, par exemple, c'est que le texte existe dans le regard des autres. On voit la réaction des gens, on voit. Enfin, je trouve que il y a le boulot solitaire quand tu fais ton texte dans ton coin, dans ta chambre, à ton bureau et tout. Mais la première fois que tu es lu et compris, ou qu'on te fait une suggestion qui d'un seul coup va déverrouiller tout un autre truc, enfin, je trouve que l'écriture est beaucoup moins un exercice solitaire qu'on le pense. Enfin, c'est vraiment, au bout d'un moment, autour d'un texte, il y a quatre ou cinq regards qui vont compter et qui vont le faire avancer aussi. Enfin, je veux dire, des lecteurs choisis, des lecteurs importants, quoi. Tout Mais à il y fait. a ça aussi. C'est pas quelque chose. Olivier, tout à l'heure, tu disais que tu te méfiais du côté romantique, solitaire, de l'inspiration divine et tout ça. Et je crois qu'au bout d'un moment, bah oui, il faut que les mots sortent de leur isolement, quoi, et qu'on voit comment ils sont reçus, qu'on voit comment ils sont compris ou pas compris, comment ils intriguent. Enfin, Hum, c'est hum. intéressant d'avoir l'interaction avec les lecteurs ou avec les collègues aussi. Enfin, l'écriture est beaucoup plus un échange qu'on le croit, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, Ouais, est-ce que toi, tu as des, excuse-moi Olivier, est-ce que vous avez, mais d'abord Nicolas, pour toi, c'est important de choisir des lecteurs privilégiés dans le sens, quelque part, toujours les mêmes, parce que tu sais qu'ils vont porter ce regard juste sur ta sensibilité, ou est-ce que pour toi, tout lecteur qui a envie, enfin, tu vois, tout point de vue est intéressant. Comment tu fais quand par exemple, ce livre que tu viens de terminer, est-ce que tu le donnes à lire aux mêmes personnes dont le regard est pour toi très ajusté à ce que tu fais, enfin, toi. Oui, oui, enfin, moi, je le donne toujours aux mêmes personnes parce que je suis très susceptible et très fragile quand j'écris. Alors, je le donne à des gens qui peuvent ne pas me blesser ou ne pas stopper le processus ou les conseils qu'ils vont me donner, ça va pas me bloquer, ça va pas être décourageant. Parce que moi, j'ai toujours peur qu'on me pète les genoux à ce moment de l'écriture, en fait, de plus pouvoir avancer, en fait. Après, une fois qu'il est publié, bon, bah, tant pis, il a sa forme définitive et puis on peut plus rien faire. Mm, Mais je mm. trouve que tant qu'on est en écriture, il faut vachement faire gaffe à ça, à pas. Et puis c'est pas un sondage non plus, quoi. Il faut pas Tout à fait. multiplier les lecteurs autour parce que bah ils vont pas choisir leur fin, ils vont pas choisir leur personnage préféré. Enfin, il faut rester aux commandes quand même. Et en plus, on Et peut devenir chèvre quand on a tendance à vouloir à faire lire à trop de personnes parce que chacun a sa sensibilité. Il y en a qui aiment ça. Donc, finalement, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens aux participants de cette conversation qui écrivent et qui ne, est-ce que vous conseilleriez, Olivier, toi, par exemple, à quelqu'un qui écrit un livre et qui est à la fin de son manuscrit, avant d'envoyer à un éditeur, est-ce que tu conseillerais de le faire lire à un petit échantillon de personnes de confiance? Même pas, enfin, qu'est-ce que tu conseilles, toi? oui, moi je conseille vraiment, vraiment, vraiment d'avoir ce regard-là, un regard extérieur. Après, ce regard-là, oui, il faut pas non plus se surestimer la capacité qu'on a à recevoir un retour potentiellement sceptique ou
Mais après, oui, le coup de l'écrivain solitaire chez lui, j'y crois pas. Bon, c'est une mythologie. Il y en a beaucoup dans la littérature, un petit peu l'écrivain romantique isolé. En fait, cet individu-là, c'est une figure de l'imaginaire bourgeois, de quelque chose qui, j'y crois pas trop, quoi. Et toi, par exemple, parce que toi aussi, tu viens de terminer ton livre là. Des interlocuteurs qui peuvent apprécier notre travail. Je pense qu'effectivement, c'est quand même assez logique de commencer par des personnes qui sont proches de nous. Moi, je sais que mes premiers textes, je les publiais sur un blog. Alors, le blog avait l'avantage, le blog, cet ancêtre, c'est clair. ce mammouth. Il existe encore d'ailleurs ton blog. Contrairement aux réseaux sociaux, le blog avait l'avantage d'être quand même archi confidentiel, quoi. C'est-à-dire qu'à moins que la personne ait vraiment l'adresse, faisait l'effort d'aller sur ton blog. Donc, du coup, ça faisait vraiment une sorte de tri, comme ça, de ligne de départ, de seuil. Et ça permettait d'être vraiment lu par des personnes qui avaient cette générosité-là. Et ça m'a permis au départ d'être lu par des personnes qui, oui, étaient vraiment très bienveillantes. Et après, d'élargir petit à petit. Donc, pas uniquement les amis, mais des personnes, parce que c'était les amis qui allaient voir mon blog au départ. Et petit à petit, des gens inconnus qui lisaient ce blog. Et là, ça devient intéressant vraiment parce que c'est l'étape d'après, quoi. On se dit, ah ben d'accord, quelqu'un qui est neutre va avoir tel regard sur ce texte et ainsi de suite. Et ensuite, pour moi, la troisième étape, c'est enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais j'admire le courage de ceux qui envoient des textes immédiatement à des éditeurs. Disons que l'étape d'après, c'est de l'envoyer à des auteurs ou des éditeurs ou des personnes qui vont avoir l'air vraiment strictement professionnelles. Et pour avoir des retours. Mais je pense qu'on peut y aller progressivement, c'est bien. Tout à fait, je suis d'accord. Et toi, et Nicolas, toi par exemple, justement sur ce texte-là que tu viens de terminer, tu l'as fait lire donc à ton éditrice déjà. Oui. Mais ouais, comment ça se passe ce premier regard qui se pose, parce que même si tu dis l'écriture c'est pas une affaire strictement intime et complètement bien sûr, c'est pas un repli sur soi, justement. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on passe beaucoup d'heures à être seul, quand même, avec soi, avec ce qu'on a en tête, avec son inspiration. Puis, tout d'un coup, c'est boum! Ah bah là, tu sors de ta grotte d'un seul coup, quoi. Voilà. Donc, et toi, Olivier, tu dis qu'il faut faire ça progressivement. Mais je pense que parmi les gens là qui nous écoutent, parce que vous aimez tous écrire, vous écrivez, cette question, elle est quand même assez intéressante, parce que si on passe trop brutalement de la grotte au stade de France, pour les plus chanceux, ça peut être très déstabilisant. Et ouais, vraiment, comment diffuser cette œuvre, ce manuscrit, ce tapisserie, comme on dit, en douceur vers le regard extérieur, vers le monde. Alors, le grand monde, mais d'abord le petit monde, justement. Je commence? Oui, bah en fait, je crois qu'il faut avoir vraiment confiance dans le texte au départ, quoi. Même parce que, enfin, les premiers tours vont être forcément déstabilisants parce que c'est un truc nouveau, on n'est pas habitué au regard dessus. Et puis, nous, on vit avec depuis 1 an, 2 ans, on pense qu'à ça depuis 1 an, 2 ans. Et d'un seul coup, on est devant des gens qui le découvrent et qui peuvent dire, par exemple, il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas, il y a des trucs qu'ils trouvent un peu abscons. Et là, d'un seul coup, on revient à la case départ et puis il faut être ouvert au fait de retravailler, il faut être ouvert au fait que peut-être ça ne marchera pas, que peut-être le rendez-vous ne se fera pas, mais je pense que tous les textes ne sont pas faits pour être publiés non plus, mais tous les textes, on a besoin de les écrire à un moment donné. Moi, ce texte-là, je l'ai écrit justement en voulant me débarrasser de tous les soucis liés à la publication, liés à ce qui pourrait marcher, liés à ce qu'on attendrait de moi. J'ai voulu vraiment écrire quelque chose qui me fasse renouer avec la littérature telle que je l'ai aimée et renouer avec le gamin de 14 ans qui écrivait des poèmes. C'est-à-dire sans aucune compromission, sans aucune facilité presque et sans aucune... enfin, vraiment retrouver Lautréamont, retrouver les écrivains beats, retrouver tout ce qui m'a fasciné au début, en fait. Ouais. Parce que je trouve que quand on a publié, même une fois comme moi ou plusieurs fois comme vous, on peut être aspiré par ce que ce que les lecteurs ont projeté sur vous, en fait. Et on connaît le processus, on sait qu'on va devoir aller en librairie en parler,
on sait qu'on va devoir faire des salons, on pense à certains lecteurs, à ce qu'ils ont aimé, à ce qu'ils n'ont pas aimé. Et moi, j'ai vraiment eu besoin de me débarrasser de tout ça pour retrouver l'écriture vraiment. Ouais. Ça, c'était primordial pour moi à ce moment-là, en fait. Et ouais, merci. C'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, Nicolas. Et tu t'as parlé des facilités. Et comme souvent, d'ailleurs, les facilités, pas que pour l'écriture, hein, la vie est quand même assez retors. Et parfois, c'est vrai qu'on se dit, ah tiens, ça, c'est pas trop difficile. Je le fais assez bien, je gère. Donc, on peut avoir tendance à y retourner. Et ça peut devenir une sorte de mécanisme. Et on s'enferme souvent dans les mécanismes et dans les facilités, comme tu dis. Et je dirais surtout dans l'écriture. Dans l'écriture, c'est quand on maîtrise quelque chose et qu'on sait que c'est un petit peu notre talent, on peut vite avoir tendance à se réfugier là-dedans. Et c'est contradictoire parce que justement, c'est censé être un terrain de risque aussi. De risque, d'audace, de découverte de soi, de se surprendre soi-même, surprendre les autres. Donc voilà, comment faire pour ne pas que ces facilités nous envahissent et cadenassent notre créativité, quoi. Olivier, tu veux peut-être dire Oui, toi? je pense qu'il y a il y a des gens qui écrivent, qui tournent toujours autour des mêmes obsessions, soit des écrivains, des poètes, des livres qui semblent toujours un peu tourner autour du même point comme ça, nodal un petit peu, et que c'est très beau, quoi. C'est un peu pour moi l'idée du pain au raisin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une obsession qui est au centre, et puis après, les livres tournent autour de cette obsession de façon un peu différente, plus ou moins. Mais l'obsession, Après, il y a aussi des pas, auteurs c'est pas une facilité. qui sont complètement nomades, c'est-à-dire que prennent un sujet, ils vont prendre un autre sujet ou explorer un genre complètement différent. Donc il y a les sédentaires et les nomades, quoi. Il y a ceux qui tournent toujours un peu autour des mêmes figures, personnages, univers, et puis il y a ceux qui explorent des choses complètement différentes. Et les deux ont droit de citer, je crois. Mais ouais, j'ai tendance à penser, je suis plutôt quand même parmi les premiers, quoi. Un peu pain en raisin. Les obsessionnels. Il y a des choses dans ce que j'écris, quelle que soit la forme, qui vont revenir. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, ouais, je pense que. Non, pour moi, c'est plutôt le contenu, l'obsession. Je pense tout à fait qu'on peut passer une vie à tourner autour de la même question. Formelles, voilà, viennent ouais, sur les trucs formels plutôt, par exemple. De ne pas se. Ouais. Donc on a des. Mais alors comment est-ce possible d'un livre sur l'autre ou en général même dans le même livre, comment est-ce possible de se renouveler soi-même, tu vois, de traquer soi-même ces petites facilités, ces petits mécanismes. Il y a une vigilance qui est exercée vis-à-vis de ça en particulier. En tout cas, je pense que ce renouvellement, il se fait naturellement si l'intention poétique ou littéraire est là et qui appelle une forme qui est à chaque fois différente. C'est vrai que quand j'ai écrit le premier roman qui s'appelle Danse d'atomes d'or et qui est vraiment une histoire de deuil, une histoire sur un personnage de femme qui est danseuse, et il y avait besoin d'une forme très très rhapsodique et très très chorégraphique, donc il y avait quelque chose d'un petit peu important pour moi dans la forme qui devait épouser l'histoire, quoi. Et dans le deuxième livre, qui est Einstein, qui parle de la télévision, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus rythmique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que du coup, l'écriture est complètement différente. Et c'est bien que certains lecteurs vont préférer l'un, préférer l'autre, c'est tout à fait normal. Et j'essaie de traquer, je sais pas si je le fais d'ailleurs consciemment, mais en tout cas, j'essaie de mettre un petit peu en adéquation le processus et l'objet du livre, quoi. Je vais pas travailler avec la même méthode non plus selon le sujet, j'ai l'impression que chaque résultat, chaque livre est le résultat d'une méthode différente, d'une idée différente, d'un chemin différent. Que moi, en tout cas, j'ai pas de recette, même s'il y a certains écrivains qui effectivement écrivent toujours le même livre, parfois avec beaucoup de talent. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Et tu vois, dans ce que tu dis, justement aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on pourrait penser que plus on est soi-même, plus on est naturel, plus on peut toucher le cœur des gens ou la sensibilité. Et en même temps, justement, il y a quand même forcément un travail. Et donc, qui dit un travail dit une conscience de ce qu'on fait et la volonté aussi de produire un effet. Donc, ça peut venir un petit peu altérer ce côté spontané et ce côté naturel. Par exemple, en dehors de l'écriture, quelqu'un qu'on voit
à une soirée, mettons, qui a l'air d'être très conscient de l'effet qu'il ou elle fait, va perdre tout son charme. Parce que justement, il s'est travaillé, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la spontanéité de son être. Donc ça va perdre son charme. Mais dans l'écriture, si on est trop spontané, si on est trop soi-même, si on travaille rien, s'il n'y a pas ce côté justement un peu artisanal, bah on peut aussi créer un effet contre-productif, c'est-à-dire presque une sorte de négligence. C'est comme si on disait au lecteur, moi je suis comme ça, tu me prends tel que je suis avec mon style et ma verve, ou sinon voilà. Donc cet équilibre entre le travail sur l'effet qu'on veut faire, sur aussi les exercices de style auxquels on a envie de se confronter, et en même temps de préserver ce côté naturel, cette grâce qu'on a tous en tant que vivants. C'est pas forcément évident de trouver cet équilibre. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? C'est impossible exposé comme ça. Mais oui, je crois que c'est... En fait, ce qui ressort de ce que tu dis, Clarisse, ou de ce que tu dis, Olivier, c'est que le plus important, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'histoire qu'on raconte, c'est le style. C'est vraiment le style qui va s'imposer à nous et qui va tout entraîner, en fait. Enfin, c'est vraiment la forme qu'on va choisir, qu'elle soit poétique, ou que ce soit un roman, ou que ce soit une chanson, que ce soit une lettre. Ça va dicter tout, en fait. C'est dans quel univers je m'inscris et dans quelle forme je m'inscris, en fait. Et bien souvent, la forme vient après le fond, bizarrement. Et on a une idée de ce qu'on veut dire, mais après, c'est la manière dont on le dit qui est la plus importante. Parce qu'au fond, on est en 2021, ça fait 5000 ans que l'homme écrit, tout a été écrit déjà. Tout a été écrit, enfin, oui, tout à fait. Toutes les histoires ont été quelque part dites. C'est pas, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est la manière qui va peut-être créer un sursaut. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Certaines personnes, on a une demande de participation de Babette. Je vais voir si on peut l'accepter pour voir ce que ça fait, d'accord? On va voir. Si Babette veut intervenir peut-être en direct et poser une question en direct. Non, apparemment c'était une erreur de manipulation. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions en direct ou poser des questions par écrit, n'hésitez pas. Là, justement, on en est dans la conversation, on en est à cette question de produire un effet tout en gardant un petit peu le charme, la grâce, le mystère, la magie, qui sont des choses qu'on ne peut pas façonner sur mesure. Or, l'écriture, c'est du travail. Puis, c'est une question de temporalité aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour avoir cette spontanéité-là et avoir cette matière-là puisée dans tout ce qu'on est pour écrire. Et puis, j'ai une question comme ça d'une participante cette semaine, c'est-à-dire à quel moment, quand on commence à écrire, il faut retravailler. Voilà, je crois qu'on avait quelqu'un. C'est vrai que c'est une question de temporalité. Je pense que il faut réussir à un moment à lâcher la bride et à l'épuiser quelque chose. Et puis en même temps, on va travailler sur ça. On va travailler sur cette matière, sur cet inconscient, sur cette folie aussi. Ouais, il y a un exercice qui est à la fois rationnel dans l'écriture, qui est quand même une forme de maîtrise qu'il faut acquérir, et en même temps un exercice irrationnel qui appelle à toute une somme de choses, de sentiments, de pulsions, de spiritualité, de choses qui échappent complètement à la rationalité un peu bête qui nous sert au quotidien pour survivre et pour nous nourrir. Mais donc il y a cet équilibre assez mystérieux, je crois, qui est presque un peu philosophique. Je ne serais pas capable mais qui tient à cette alliance de choses dans l'écriture, à la fois un processus très intellectuel et très intime. Ouais, et assez pulsionnel aussi. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est vrai que très intellectuel, on est quand même dans le mental en permanence, et en même temps c'est libidinal, c'est pulsionnel, c'est assez très inconscient, très subconscient, je sais pas. Donc c'est vrai que c'est assez mystérieux tout ce qui est convoqué quand on est en plein processus d'écriture. Il y a en effet le côté, la conscience totale et pleine d'être en train de créer quelque chose qui peut être reçu, qui peut être jugé, qui va être réceptionné, qui va être apprécié, jugé, critiqué. Et en même temps, il y a un côté
prenez-moi comme je suis, quoi qu'il arrive, et même limite, faites de moi ce que vous voudrez. Puisqu'une fois que, comme tu disais, Nicolas, une fois que le livre sort, il t'échappe complètement. Donc, de toute façon, ça sert à rien de vouloir tout contrôler, tout retenir, parce qu'il va t'échapper. Et c'est peut-être la définition de l'art, cette espèce de tension qu'il y a entre c'est moi et mon objet, je sais exactement ce que j'ai envie de créer, et en même temps, bah, je ne peux absolument pas dire comment ça va être reçu et l'effet que ça va faire chez les gens ou pas. Moi, il y a un truc qui m'est souvent arrivé après une bonne séance d'écriture, vraiment quand ça se passe bien, hein, c'est pas toujours le cas. Mais à chaque fois, quand tu as craché, je sais pas, une ou deux pages bien et que ça a bien coulé, je me suis senti vidé, mais physiquement vidé, justement. Ça avait rien d'intellectuel, ça avait tout d'un processus physique, presque Ouais, sensuel. Et ouais. c'est pas quelque chose qu'on attendrait comme ça, on attendrait quelque chose de très réfléchi, de très intellectuel, justement. Et pour moi, c'est le contraire de quelque chose d'intellectuel. En tout cas, le premier geste. Le Hum, premier hum, geste, hum. c'est toujours quelque chose d'un déchaînement presque physique, un truc qui bouillonne comme ça, enfin, presque un défouloir. Et même si c'est très doux, et même si la forme est très alambiquée ou très précieuse, il y a toujours quelque chose du déchaînement du corps dedans pour moi. C'est-à-dire que enfin, pour moi, une bonne séance, ça se finit en sueur, quoi. Ouais. Tu te dépenses pour de vrai et d'une manière extrêmement intense et extrêmement impliquée. Enfin, il y a tout le corps qui est impliqué dedans. Tout à Et fait. je Je suis trouve tout à que fait c'est d'accord. quelque chose on dit pas beaucoup quand on parle Hum, d'écriture parce que les gens, ils ont tendance à avoir quelque chose d'uniquement spirituel. Et moi, mon ouais, expérience de l'écriture, elle est presque inverse. C'est vraiment le corps qui s'exprime. hum. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, tu as raison. C'est dans le processus de démystification de l'écriture. Mais d'ailleurs, même ça la démystifie pas. Je trouve que ça donne encore plus d'épaisseur et de mystère à l'écriture. C'est vrai que c'est très physiologique. C'est très physiologique. Je pense que ça a un effet immédiat sur notre rythme sanguin, notre flux sanguin, le flux des énergies aussi à l'intérieur de nous, la manière dont nos chakras vont aussi rééquilibrer un petit peu ce qui se passe dans notre corps. Le côté aussi, comme on disait, hyper libidinal de l'écriture, bah, c'est quand même une énergie qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui innerve tout le reste du corps jusqu'au cerveau. Elle est aussi bousculée et requise quand on écrit. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, Olivier, justement, par rapport à cet aspect physique et physiologique de Oui, l'écriture? oui, on a besoin de tout ça, de tout ça. Il y a un très beau texte de Pierre Michon qui dit effectivement quand l'élément sensuel manque dans un texte, il manque ce quelque chose qui fait que il y a un truc qui est beau aussi, qui est dans le mystère, effectivement, et ce mystère-là du processus qui va requérir l'essence, qui va requérir la mémoire, mais ce mystère-là, il subsiste et c'est beau en fait quand on lit un texte dans un grand texte ou quelque chose qui nous bouleverse vraiment, il y a ce truc qui nous échappe. On se dit, mais où cette femme ou cet homme est allé chercher cette émotion-là? Et ça nous, comme on lit une belle image dans un poème, il y a un truc qui se passe, quoi. On ne sait pas à quel endroit, mais ah, là, ça me touche directement. On ne sait pas vraiment à quel endroit, mais ça nous touche très, très C'est fort. charnel, en fait. C'est très vite Ouais. ça. Très vite, ça implique la chair. Et comme tu disais, Nicolas, c'est sensuel, au sens Précision de large. l'émotion. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, cette précision-là, elle s'acquiert de même qu'un danseur, j'aime bien cette image à chaque fois, mais même qu'un danseur, il va se déchaîner, puis après, il va travailler ses mouvements pour que ça Mm. devienne le plus précis possible. Le plus, donc, ou un chant, quoi. Un chant, c'est un cri qui va être sculpté petit à petit jusqu'à devenir quelque chose de. Donc, on peut arriver devant sa page et se défouler, et je pense que c'est effectivement le premier mouvement. Et puis après, choisir de garder cette matière à l'état brut comme un cri ou de la moduler parfois. C'est l'exercice de la rélecture, de la réécriture. C'est pour ça que souvent ça demande du temps aussi. Et c'est magnifique en fait, Mm. ce dialogue, cette dialectique-là. Ouais, 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 c'est très très puissant. C'est très puissant. Mm. Et quand il y a quelque chose, tu disais Nicolas, qu'on se dit ah ben on est content de ça, c'est parce que souvent oui, on se dit bon là on a atteint une forme de justesse, c'est exactement ce qu'on voulait cracher ou dire ou chanter ou voilà.
et cette coïncidence avec soi-même, quoi. Non, non, c'est très mystérieux. C'est ça qui est beau quand on lit, quand on écrit, se dire, ah oui, cette image, j'aurais voulu la dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et c'est très émouvant, en fait, quand ça se passe. Tout à fait. C'est un petit peu aussi comme justement, quand on lit le texte de quelqu'un d'autre et qu'on se dit, ça, c'est comme s'il me le disait à moi seul, quoi. Tellement ça me parle et ça fait écho à ma sensibilité. Il est Et là, il parfois, nous quand on parle est par-dessus l'épaule, il nous dit, oui, il a raison. Ouais. tout à fait. Et parfois, ça arrive aussi que quand on écrit, on se dit, c'est comme si c'est tellement, parfois on est fasciné par ce qu'on a écrit, comme si c'était Mm. quelqu'un d'autre qui l'avait Ouais. écrit. D'où ça sort, quoi. Mm. Ouais, d'où Ouais. ça sort et pourquoi ça sonne si juste. C'est pas prétentieux de dire ça. Je pense au contraire que Ouais. c'est presque aussi un petit peu la magie de la création. C'est qu'on se dit, je suis pas tout seul quand même dans ce corps, dans cette tête et dans ce monde en fait. Parce que quand on écrit, c'est aussi parce qu'on fait partie d'un monde. Et parfois, c'est vrai qu'en se relevant, on se dit, c'est pas que moi ça vient pas que de moi. C'est pas possible. Non pas que ça soit génial, mais c'est imprégné de plein d'autres sensibilités, c'est évident. Nous, on a une toute petite vie limitée dans notre corps. On n'a pas, à nous trois, on n'a même pas un siècle d'existence. Donc, on a plein d'expériences et tout, mais je veux dire, on n'a pas non plus. Et l'écriture, c'est beaucoup plus vaste qu'un siècle d'existence. C'est des milliards de sensations. Il y a une forme quand même de grandeur expérimentale qui, je pense, dépasse notre propre conscience et notre propre expérience de la vie. Ouais, c'est s'aligner avec l'éternité, en fait. C'est d'un seul coup, tu vas trouver ta place. Ouais, tout à fait. C'est très joliment dit. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses, Olivier, Nicolas, ou est-ce que certaines personnes ont des questions à poser, veulent intervenir, ou participer? N'hésitez pas, vous pouvez faire une demande. Moi, je veux Euh, bien répondre à plein de questions, mais je ne sais pas comment on fait pour accueillir des gens parce que je ne sais pas. Peut-être que en, c'est. en tout cas, les participants de cette vidéo peuvent écrire en direct leurs questions ou faire un commentaire, vous poser une question à Olivier, à Nicolas, ou partager un témoignage, une expérience liée à l'écriture et de tout ce dont on a parlé. On a commencé par parler de la légèreté. Est-ce que finalement, quand on écrit, c'est pour atteindre une certaine légèreté ou est-ce que c'est pour rentrer dans l'abysse de la dimension existentielle lourde et grave, ou les deux? Et ensuite, on a pas mal parlé aussi de l'importance du facteur artisanal de l'écriture, sculpter, empoigner sa matière, revenir, être... Merci Agathe. Merci, Agathe. C'est une manière très habile de dire que tu vas partir. Au revoir. Et à la fin, justement, cette question aussi de l'effet qu'on fait ou qu'on veut produire quand on écrit et ce qui nous échappe. Bah, moi, en tout cas, je vous laisse la parole, Nicolas, Olivier. Olivier, vas-y, vas-y. Pour conclure cette causerie, cette première causerie, Non, non, mais c'est vrai que ça, une idée en amène une autre et du coup, on arrive à. C'est ça qui est super, même à distance, on arrive à aller vers des choses assez essentielles au fur et à mesure. Et oui, c'est ce que tu dis aussi sur le fait de ne pas être son texte. Oui, je pense que ça aide même quelqu'un qui va commencer à écrire de comprendre. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, oui. De comprendre que ce n'est pas. C'est à la fois la chair de sa chair, c'est comme un enfant, quoi. Bon, bien sûr, mais en même temps, c'est pas soi-même. Et donc, on peut aussi, effectivement, comme un musicien, se dire, ah bah oui, cette note, elle est juste, cette note, elle n'est pas juste. Et oui, c'est apprendre à s'objectiver, en fait. C'est-à-dire c'est intéressant comme exercice, l'écriture aussi. Au-delà même de la publication, pour soi-même, en fait, se rendre compte de ce à quoi ressemblent nos émotions. On découvre des choses en écrivant sur soi, beaucoup. Donc, on se dit, tiens, c'est vrai. Par exemple, moi, je peux dire un truc qui est absurde. Mais... En fait, c'est en écrivant que j'ai découvert que j'étais drôle. Ah ouais? Bah, Bon, je sais que personne ne dit je suis drôle, sinon ça gâche complètement l'effet. Mais bon, il se trouve que en fait, j'étais très réservé et en écrivant, j'écrivais toujours des choses qui faisaient les gens, ah oui, tiens, les gars, ça nous a fait sourire, etc. Et du coup, j'ai commencé à le faire davantage dans la réalité. Mais c'est quelque chose dont j'avais pas idée du tout. Je me suis dit, ah tiens, en fait, je suis à l'aise finalement avec ce côté-là, cette forme de légèreté pour le coup.
Je l'ai découvert au fur et à mesure. Les premiers poèmes que j'écrivais, ça parlait de la neige, de la mort, de la souffrance. Et c'est très bien, mais je veux dire, c'était pas forcément moi, en fait. Et Ouais. donc, ou pas uniquement. Donc, on découvre aussi des facettes de nous, on les explore, et ça, c'est parce que ça devient un texte, parce que ça sort de nous, parce qu'on peut le retravailler, parce qu'on peut avoir un regard sur soi. Et le jugement de l'autre, quand il est généreux et bienveillant, il n'est pas forcément. On est dans une société où on a l'impression que le jugement, c'est forcément quelque chose d'horrible. Mais tout dépend du jugement. Le jugement, il est inhérent à l'expérience de l'esprit. Hein. On porte des jugements sur les choses. Et donc, on porte des appréciations. Je veux dire, on porte des. Et le fait de travailler un texte, c'est ça, c'est d'apprendre à juger de façon constructive, de façon. Voilà. Je suis très admiratif, peu importe, devant les éditeurs, les éditrices qui vont aussi apprendre à avoir. Bon, nous, on a ce regard d'auteur, c'est encore autre chose, mais l'éditeur qui va apporter ce regard-là et porter aussi ce regard-là, c'est infiniment précieux pour les auteurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est magnifique, en fait, cet aller-retour qui se joue entre le texte, l'auteur, le texte et ce regard-là des lecteurs. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, il y a aussi quelque chose, quand on écrit un texte et qu'ensuite les gens s'en emparent, le lisent, on est surpris nous-mêmes. On est surpris en le lisant, en se relisant, mais on est surpris aussi parce que les personnes y voient. Ah tiens, c'était un roman sur ça. Moi, je ne savais pas que ça parlait autant de ça. Donc, le texte devient aussi la somme des interprétations et des lectures. Et donc, avec les regards que les gens portent, on apprend aussi. Le texte devient aussi autre chose. Donc, c'est assez beau, moi, ce qui se passe effectivement quand on est lu. Et il y a aussi parfois, effectivement, des regards plus sceptiques, mais c'est normal. Je veux dire, la critique, elle est nécessaire. Donc, moi, si j'avais pas des gens qui m'avaient dit au début, bon, bah, ça c'est bien, mais ça va pas, pour les tout premiers textes, bah, j'aurais jamais progressé, quoi. C'est bête, mais c'est évident. C'est évident. Ouais. Et donc, en fait, quand même, ce qu'on peut dire là, parce qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est qu'on peut écrire avec l'idée d'en faire un livre, mais c'est hyper important d'écrire gratuitement et généreusement, parce que comme tu viens de le dire, et Nicolas, tu le disais tout à l'heure, on se rencontre soi, on se découvre, on se surprend soi-même. Olivier, tu dis, je savais même pas que j'avais cet aspect-là en moi, et tu l'as développé, ce côté fantasque, drôle, peut-être décalé, peut-être que tu l'as développé et assumé grâce à l'écriture. Donc en fait, c'est hyper important de se dire oui, j'écris, pas forcément pour publier un livre, mais il faut écrire gratuitement, généreusement pour aller vers soi, pour aller vers le monde, les autres, et pour en fait se surprendre, progresser, explorer, s'explorer. Donc voilà, écrivez toutes les personnes qui nous regardent là ce soir et qui écrivent. Continuer à écrire de manière gratuite et désintéressée au sens où on l'entend, c'est-à-dire intéressé justement par par le seul désir de se surprendre, de s'émerveiller, et pas forcément utilitariste et l'idée de dans un premier temps immédiatement atteindre tout de suite quelque chose qui va avoir une forme figée dans le monde, à savoir la publication, la reconnaissance, tout ça. On en parlera sans doute dans une autre causerie. Il y a un truc qui est très précieux dans l'écriture quand même, c'est que ça nous permet le temps long. Et c'est pas l'instantané, c'est pas le temps court dont on est saturé en permanence en ce moment. Ouais. C'est que d'un seul coup, c'est prendre le temps. Et le temps, c'est vraiment le luxe dont on est privé régulièrement un peu partout à notre époque. Donc vraiment, écrire, c'est prendre du temps. Et c'est ça qui est très très beau, je trouve. C'est se réconcilier avec le temps, voilà. Et bah, je trouve que c'est une très belle conclusion. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est une très belle manière de. Attends, juste, il y a une petite demande. Alors, je vais voir si quelqu'un a une question. Non, voilà, on a des merci, merci Rivière d'Orniac, merci à vous de vous être joints à cette causerie. Et il y en aura une très bientôt. Et Nicolas, merci beaucoup d'avoir fait partie de cette causerie. C'était hyper intéressant, hyper sympathique. Et on parlait de spontanéité et de grâce. Je trouve qu'on a bien réussi à préserver cette spontanéité d'une conversation de comptoir avec tout le charme que ça a. Il est bien ce comptoir, moi. Et ouais, salut Anne. T'arrives un petit peu en retard parce qu'on était en train de conclure justement.
Mais la semaine prochaine, jeudi prochain, on compte sur vous. Nicolas aussi, j'espère que tu seras là et que tu pourras être tout aussi présent qu'aujourd'hui dans cette conversation. Et donc, on vous dit à tous et à toutes bonne soirée, à la semaine prochaine. Et surtout, si vous avez des questions, des thèmes, des envies de conversation, de thèmes, n'hésitez pas à les envoyer à Atelier Bohème ou à Olivier ou à Nicolas. Comme ça, on pourra justement réfléchir aussi à ces questions. Ça va orienter notre prochaine causerie jeudi prochain à 18 ou 19 heures. On vous tiendra au courant. Merci. Voilà, il est temps maintenant de vaquer à des occupations beaucoup plus nobles que l'écriture, quoi. Allez, salut. Je ne sais pas comment on fait pour partir. Salut Nicolas. Salut. Salut Nicolas, salut Olivier, merci. C'était super sympa. Bonne soirée Anne. À jeudi prochain. Salut.